ça a pour conséquence que pour les nationalistes, qui sont à peu près tous là, laïcards au Québec, c'est sans s'en rendre compte, ils se sont en fait des curés qui s'ignorent. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, sellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse, fait affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10, facile à retenir, Yann10 2 fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le prof Caron est avec nous. Il nous a écrit, il dit « J'ai de quoi à dire. » Ah ouais, à propos de quoi? Bah, je vais m'amuser avec Boc Côté. Parfait, t'as la plateforme pour une demi-heure, mon Jeff. Amuse-toi. Ouais, quand Jean-François m'écrit le tard le soir, ou en tout cas pour lui, c'est plutôt tôt le matin, là, puis il me dit j'aurais quelque chose à dire, ou demain, on pourrait parler de ça. Je suis pas mal tout le temps convaincu que ça va être. Qu'il y a une bonne raison de le faire. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je t'écris à 7 h le matin, là. Donc, on peut pas mettre ça sur le dos de l'alcool, là, quand même, il est fou, là, puis il a envie de se pogner avec du monde, là. Non. C'est à 7 h, ben, ce matin pour moi, là, donc c'était hier soir pour toi. Ouais, ben c'est ça, non, je voulais parler d'une thèse qui va peut-être choquer beaucoup de gens. J'espère que ça va choquer beaucoup de gens, puis parce que oui, il y a un côté provocateur, mais je pense que ça doit aussi faire réfléchir les gens sur la nature du nationalisme. Moi, tout simplement, ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est que le nationalisme, c'est une religion politique. Ça sert exactement les mêmes finalités que la religion. Ça a les mêmes conséquences sur l'individu. J'en suis officiellement excommunié depuis longtemps. Ah oui, c'est ça. Donc, ça a exactement les mêmes conséquences sur l'individu. Puis, structurellement parlant, il y a énormément d'éléments de comparaison qu'on trouve dans les religions mainstream et dans les grands projets nationalistes. Fait que c'est ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Puis, Est-ce que ta réflexion par rapport à ça s'inscrit un peu dans... Si on dit souvent au Québec que l'État a remplacé la religion, là, que l'étatisme, finalement, c'est devenu comme une nouvelle religion à partir de la so-called révolution tranquille, et que c'est un phénomène... En tout cas, moi je pense qu'il y a un bon fond de vérité dans cette thèse-là. C'est Francis Denis a écrit un bouquin là-dessus aussi. Ouais. C'est l'idée que dans des sociétés... En fait, juste partir même plus loin que ça, il y a plusieurs penseurs, dont Arthur Schopenhauer, qui avait écrit là-dessus, il disait l'être humain, c'est un être métaphysique qui a besoin de religion. Donc, peu importe ce que tu fais, puis même en URSS, ils ont essayé de se débarrasser de la religion catholique en disant la religion est l'opium du peuple, tout ça. Mais en réalité, c'est juste que pendant 75 ans, ils ont remplacé la chrétienté par le marxisme, par le communisme. Mais au final, les humains ont besoin de religion. Puis on dirait que ce qu'on observe, c'est que dans un monde où les églises sont vides, puis pour la majorité canadienne-française, il n'y a plus vraiment de religion. On ne va pas à l'église le dimanche. Les gens ne vont même plus à la messe de minuit, tout ça. Mais tu as une partie des gens qui se sont recyclés dans toutes sortes de religions alternatives. L'écologie, le féminisme à un certain égard quand ça devient très radical, le véganisme. Le truc de ressources personnelles, le développement personnel, c'est la même chose, là. Et je pense que la religion, en fait, le nationalisme rentre là-dedans jusqu'à un certain égard. Là. Ben oui, parce que regarde, la modernité, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pour paraphraser Nietzsche, c'est la mort de Dieu.
Donc, puis le projet de la modernité, c'était de faire de l'individu la plaque tournante de tout, de permettre l'expression de l'individualité, l'épanouissement des individus. Puis ça a été le moment où on a renversé l'idée ancienne, selon laquelle l'individu se devait d'être l'esclave d'une cause, puis on a remplacé ça par l'idée que maintenant l'individu ne devait plus que servir sa cause à lui. C'est ça la promesse de la modernité, c'est le droit inaliénable de l'individu à poursuivre sa propre conception du bonheur personnel. Donc, ça passe par briser les chaînes de la servitude de la religion. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ont appelé ça, dont Max Weber, ils ont appelé ça la période du désenchantement du monde avec la mort de Dieu. Donc, on a brisé la transcendance religieuse, puis on a placé l'individu au centre de tout. Puis on a dit à l'individu qu'il pouvait maintenant déterminer puis orienter sa vie par lui-même uniquement en fonction de sa raison. Puis, tu te souviendras du fameux texte d'Emmanuel Kant. Qu'est-ce que les Lumières? C'est aie le courage de te servir de ton propre entendement pour guider puis orienter ta vie. Le problème, c'est que c'est impossible pour 2 raisons. Puis la première, tu l'as évoqué, parce que c'est traumatisant pour l'homme de devoir être autonome, de devoir tout décider par lui-même, sans être guidé par une force supérieure qui va le transcender. L'homme a besoin d'être animé par un imaginaire qui va le dépasser. Il a besoin de se fondre dans une cause qui va lui être supérieure. Puis c'est la raison pour laquelle la meilleure preuve de ça, c'est que toutes les sociétés à travers le monde ont toujours inventé des religions. Ce qui montre à quel point l'individu a besoin de cette métaphysique-là, de se dévouer à une cause. Puis la deuxième raison, c'est que c'est honteux de penser juste à soi-même puis à son bonheur. Parce que pour l'esprit humain qui est profondément religieux, servir sa propre cause, c'est inadmissible. Puis historiquement, on a tous et toutes été conditionnés à refuser notre liberté, puis à voir notre liberté, l'expression de notre liberté comme quelque chose d'honteux, de maléfique, voire même de destructeur. Donc, ce qui s'est produit au moment de la mort de Dieu, c'est qu'il y a eu réappropriation de la matrice théologique par le biais d'instruments politiques au tournant du 18e, 19e siècle. Donc, on a remplacé le fantôme de la religion par des fantômes séculaires, au premier chef, la nation. Donc, ça, ce que ça signifie au final, c'est qu'on a en fait remplacé 4,30 sous par une pièce. Le moi, puis son expression, reste prisonnier d'une idée. Puis, ça a pour conséquence que pour les nationalistes, qui sont à peu près tous là, laïcards au Québec, c'est sans s'en rendre compte, ils se sont en fait des curés qui s'ignorent parce qu'ils reproduisent exactement les mêmes schémas structurels de la religion dans leurs projets nationalistes, leurs projets souverainistes. Puis c'est ça que je trouve éminemment paradoxal chez eux. Crois ou meurs. C'est crois ou meurs. C'est l'enfer avec eux autres. Ouais. Mais si regarde pas dans la gang, là, c'est... Mais regarde sur le plan structurel. Compare les religions avec le nationalisme ou le souverainisme au Québec. Dans toute religion, tu as une idée de fatalisme. Il y a quelque chose à un moment donné qui va se produire. Le grand remplacement. C'est ça, oui, voilà. Donc, dans le cas du nationalisme de la libération, là, le Parti québécois, c'est l'assimilation ou la liberté, qui est présentée comme la réalisation du paradis sur Terre, là, pour les souverainistes. Là. On n'a pas le choix, puis c'est l'objectif vers lequel on doit tendre. Si on ne tend pas vers cet objectif-là, on ne le réalise pas, tout va s'écrouler, ça va être l'apocalypse. On entend ça, là, chez les souverainistes. La religion fournit aussi des réponses faciles et préfabriquées. Le nationalisme, comme la religion est en mesure d'expliquer le passé, le présent puis le futur, c'est une force qui est rassurante puis qui empêche aux individus là, de devoir faire l'effort de réfléchir. La religion, comme le nationalisme, va créer de nouveaux héros, des espèces de demi-dieux. Donc, il y a des grandes messes pour célébrer ceux et celles qui ont permis à la nation puis à sa culture de s'affirmer. René. C'est récemment Serge Fiori, tu sais. Puis tu as aussi le traitement hérétique des ennemis, parce que dans le nationalisme, comme dans la religion, l'apostasie, c'est pas permis, c'est condamnable. C'est tellement visible au Québec. Tu sais, ceux et celles qui adhèrent pas aux thèses cariboutiennes, c'est des traîtres, des ethnomasochistes, des égoïstes qui pensent juste à eux. Donc, c'est des mauvais citoyens. Parce que la nation crée une éthique de la vie bonne, du bon citoyen. Puis ça passe par le rejet inévitable de ce qui lui est pas associé.
Il y a plein d'exemples dans le passé d'individus qui ont décidé de poursuivre la doxa nationale, qui ont subi un traitement d'hérétique. Mohamed Ali, le boxeur, quand il a refusé de servir dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, on l'a traité d'individu qui n'était pas patriotique, d'un traître, on l'a menacé de prison, on lui a retiré sa ceinture de champion du monde, on l'a empêché de boxer pendant des années aux États-Unis. Avant la Première Guerre mondiale, dans les jours qui ont précédé le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès, qui est un leader socialiste en France, lui disait « Attention, cette guerre-là, c'est une guerre de bourgeois, c'est pas aux travailleurs de sacrifier leur vie pour les bourgeois qui vont profiter financièrement parlant de cette guerre-là. Donc, c'est pas aux travailleurs d'aller combattre dans cette guerre-là. » Il a été assassiné, puis son assassin a été innocenté, alors qu'il avait été arrêté, l'arme à la main, puis il y avait des dizaines de témoins qui l'avaient vu tirer 2 balles sur Jaurès. Donc, on en vient dans le nationalisme à pardonner des gestes comme ça, parce que c'est des gestes qui sont en fait dans l'esprit nationaliste, c'est des gestes qui sont purificateurs, c'est des gestes qui se devaient d'être posés parce que l'individu en question constituait une menace pour la pureté de la mystique religieuse ou nationaliste. Ce que tu décris là, on le voit beaucoup, par exemple, dans les mouvements écologistes, où des fois, il y a des gestes où tu dis, mais c'est injustifiable d'aller faire du sabotage, faire sauter un pipeline ou ce genre de truc-là. C'est pas toujours fait comme tel, mais il y a des intentions qui sont formulées, puis on dit, ouais, mais quand même, c'est pour la bonne cause. Ou, à Nordvolt, les clous qui ont été plantés dans les arbres, par exemple, qui ont été hyper dangereux pour les travailleurs. Là. Exactement, les clous dans les arbres, ou si tu prends le cas, par exemple, de la Palestine, il y a plusieurs gens qui le disent pas tant que ça, mais au lendemain du 7 octobre, il y avait des gens qui festoyaient. Là. J'aime que tu parles de ça parce que, tu sais, quand tu es dans la position, moi, on dirait dans ces mouvements-là, j'ai souvent tendance à être à l'extérieur du mouvement puis à être considéré dans le clan des hérétiques. Là. Mais quand tu es un hérétique, justement, pour eux, c'est « Ah oui, vous êtes pour ça, vous, le génocide à Gaza? » Ouais, c'est ça, Ah oui, exact. Vous êtes pour ça, vous, l'immigration de masse? Tu sais, c'est comme... C'est où c'est que j'ai dit, moi, j'étais pour un génocide, sacrément? Où c'est que j'ai dit que j'étais pour l'immigration de masse? De quoi tu parles? Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'on a dit ça? Ouais, c'est ça. C'est comme avoir dit en 1950, dans une petite paroisse du Québec, devant le curé en chair, monsieur le curé, devant toute la paroisse, devant toute la communauté, monsieur le curé, là, êtes-vous certain là, que Dieu existe vraiment? Tu poses une question légitime. T'arrêtais quoi la réaction du curé? Hérétique, ne parlez plus à cet individu, il va vous contaminer. C'est l'ostracisme. Il n'y a plus personne qui te parle, tu deviens un exclu. C'est la même chose avec le nationalisme. Tu poses des questions qui peuvent être légitimes, qui peuvent choquer, mais c'est un petit peu ça la nature de la politique, la démocratie, hein, c'est pas l'unanimité. Tu poses des questions comme celle-là, tu es un ethnomasochiste, tu es un traître, tu es subventionné en réalité par des grandes compagnies qui financent en sous-main le grand remplacement. Ça tombe tout de suite dans des espèces de théories du complot et ça évite évite d'avoir à entrer dans le vif du sujet et de débattre avec la personne qui pose une question légitime. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas poser ce genre de questions lorsqu'on est confronté à des dogmes. Puis, je veux dire, encore une fois, sur le plan structurel, il n'y a absolument aucune différence entre une religion puis un projet nationaliste. On a une époque où est-ce que le nationalisme est très fort au Québec, par exemple, début des années 80. Autour des référendums, évidemment, on sent que le nationalisme a déjà été plus fort. À ces époques-là, la loi 21 n'existe pas, la loi 96 n'existe pas, et pourtant, le nationalisme est en force. Aujourd'hui, quand tu arrives et tu te dis ces deux lois-là, c'est des lois de marde, on ne devrait pas avoir ça, c'est des lois liberticides. Hey, un hérétique, voyons, de quoi qu'il dit là, lui? On a besoin de ça pour le français et tout ça. Écoute, on les avait pas dans les années 80, ces lois-là, puis ça allait bien, là, le nationalisme. Il était où le problème? Là? Tu dis automatiquement une menace existentielle. C'est ça le truc. Puis tu sais aussi, comme la religion, tout projet nationaliste a besoin aussi d'un ennemi existentiel. Dans le cas du Canada, c'est les États-Unis. Dans le cas du Québec, c'est le Canada anglais. Puis ça, c'est fondamental, c'est essentiel parce que ça permet la mobilisation rapide des individus. On l'a vu pendant la dernière campagne au fédéral. Puis ça permet aussi de garantir l'unité. Puis ça, c'est la sacro-sainte unité
l'esprit communautaire, on doit tous penser de la même façon, on doit tous se tenir les coudes, ben, c'est exactement la même chose dans une congrégation religieuse, une communauté religieuse ou dans des projets nationalistes comme on retrouve au Québec. Puis vous avez aussi un œcuménisme national, hein, la recherche de l'unité à tout prix par des symboles puis des rituels divers. Vous avez des professions de foi collectives. C'est un peu dépassé maintenant, mais moi je me souviens, quand j'étais jeune, le fameux serment de la fête nationale, hein, le serment au Québec, lors de la Saint-Jean, sur scène, tout le monde répétait. Tu sais, c'est une espèce de répéter, comme répéter une prière là, à l'église. Et tous les mouvements politiques, je pense, peuvent tomber un peu dans ce panneau-là. Une des raisons pourquoi j'ai toujours détesté me catégoriser comme libertarien au Québec, c'est que les gens qui étaient réellement libertariens avaient des tendances sectaires, avaient des tendances à exclure les gens qui, dans la prophétie, n'étaient pas 100%. Tu sais, si tu disais que la police, c'était du domaine public, puis tu ne pouvais pas en faire une entreprise privée, tu étais un hérétique. Ouais, quand tu parlais à ces gens-là, tu dis, OK, fait que finalement, la tendance à virer de la politique ou de l'idéologie en religion, elle existe dans tous les mouvements. Là. Elle n'est pas seulement dans le mouvement nationaliste, mais cette tendance-là, les nationalistes retombent dedans à pleine main présentement. Là. Ils ont senti qu'il y avait un petit mouvement de succès de leur côté avec un regain de vie dans les sondages de PSPP. Et là, on redevient dans la religiosité comme ça n'a jamais été. Là. Alors que en 2019, ce mouvement-là était presque décédé. Ouais, puis on regarde pas non plus le monde de la même manière que ces gens-là. C'est ça que je me rends de plus en plus compte, c'est que pour des gens comme nous, on regarde des politiciens se présenter, puis on les voit un peu par défaut comme des gens qui pourraient nous frauder, nous flouer, abuser de leur pouvoir, parce que c'est ce que l'histoire démontre. En fait, la majorité des politiciens, je veux dire, ce sont des êtres humains comme les autres, qui ont des envies, qui ont des intérêts, que leur intérêt, c'est peut-être pas nécessairement celui du plus grand nombre, mais probablement leur intérêt personnel. Et nous autres, on regarde ça, mais on est très, très méfiants naturellement envers des élus, envers des potentiels élus. Dans les mouvements nationalistes, le chef ou les gens autour de lui, ou en tout cas le mouvement comme tel, bénéficie souvent d'un genre d'aura de pureté. Ces gens-là sont bons, sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, je veux dire, regardez aux États-Unis, avec Trump, le gars, il aurait pu finir en tôle que des gens auraient voté pour lui pareil. Là. Il y a une forme de messianisme politique. C'est ça ce que j'allais dire. Le messianisme qu'on trouve dans la religion, ça se trouve aussi dans les grands projets politiques, les projets nationalistes. Puis ça, c'est le fétichisme de la nation qui nous obnubile au point où ça en vient nous faire oublier notre propre condition matérielle. Puis regardez la dernière campagne fédérale. Il a simplement fallu ajouter le fanion de la nation en danger pour que les gens en viennent à réélire un parti politique qui littéralement les avait appauvris depuis 10 ans. Tu sais, le panache blanc là, d'Henri IV, là, ce printemps, c'était les coudes en l'air. Tu sais, la danse des canards, là, des abrutis, là, qui elbows up, elbows up. Les gens avaient complètement oublié leurs conditions matérielles parce que la nation était en péril. Là. On était menacé de devenir un État américain. Ça a été facile pour Carney d'utiliser cet épouvantail-là, le caractère sacré de la nation, pour pouvoir faire voter les gens là d'une façon complètement, comme il le souhaitait en fait. Puis tu sais, à quelque part, ce que Marx disait à propos de la religion, que la religion c'était l'opium du peuple, je m'excuse, mais ça s'applique aussi à la nation. Parce qu'au nom de la nation, on va passer sous silence les conditions matérielles des gens, puis leur capacité d'être libres. Donc, plutôt que d'être un fantôme séculaire contre lequel les gens devraient se révolter, les gens préfèrent plutôt servir cette cause-là, et ce, même si servir cette cause-là nuit à leur liberté puis à leurs conditions matérielles. Fait que, je m'excuse, mais la religion, la nation, tout comme la religion, ça peut être une force qui est aliénante pour l'individu. L'inconfort que j'ai depuis un temps avec ce débat-là, tu sais, quand ça parle de souveraineté, tout ça, je suis quand même super à l'aise dans le sens que on débat de règles, de liberté, des règles du jeu, des choses comme ça. Tu sais, il y a quand même un fun à avoir dans ce débat-là. Quand on tombe dans l'immigration, le bout qui m'agresse tout le temps dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, tu sais, qui vont parler de... Je vais mettre Éric Duhem, par exemple, dans cette catégorie-là. Il dit, je pense qu'on a exagéré, je pense qu'on devrait prendre un petit break de ce côté-là, les ratios, se calmer un peu les ardeurs. Puis quand on voit les chiffres, tu sais, quand tu regardes
les travailleurs temporaires, tu te dis, ben pas les travailleurs temporaires, en fait, c'est pas eux le problème, mais les résidents non permanents. Tu te dis, OK, il s'est passé de quoi dans les chiffres qui a été un choc qui est beaucoup trop grand. Tu sais, ça, c'est ce genre de choc-là, tu peux éviter ça. Fait, tu peux avoir un débat intellectuel super le fun sur l'immigration. Ça, l'affaire, c'est qu'assez rapidement, ce qu'on se rend compte, c'est que si tu veux avoir ce débat-là, tu tombes dans la catégorie des hérétiques et on a trouvé les intellectuels du mouvement anti-immigration, si on voudrait, ben, ils disent ils ne sont pas anti-immigration, ils sont anti-immigration de masse. Mais c'est qu'ils donnent un langage à des gens qui, eux autres, là, c'est pas une question de nombre, c'est pas une question d'économie, c'est pas une question de société ou de tissu social. Il y a de quoi de pas vraiment beau en dedans d'eux autres. Là. Et ils peuvent l'exprimer librement parce que maintenant, ils ont un beau langage pour le faire. C'est ça. Moi, quand je disais tout à l'heure que la nation, comme la religion, donne aux gens des réponses faciles, des réponses préfabriquées, ben, il y a de l'immigration. C'est quoi la réponse des gens? Ah, c'est le grand remplacement, la nation est en péril. Et quand vous expliquez aux gens, oui, mais moi, je connais des entrepreneurs qui ont une ferme, qui ont un garage, et puis le fait est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis si vous voulez continuer à manger là, des fraises du Québec, vous voulez être en mesure là, que vos enfants là, embarquent dans des autobus scolaires qui sont bien entretenus, ben, il y a des situations comme celle-là où malheureusement, il n'y a pas de travailleurs locaux qui sont en mesure de faire le travail, soit parce qu'il n'y en a pas ou parce que les gens veulent tout simplement pas se salir les mains dans des champs à 30 degrés au mois de juillet. Donc, les entrepreneurs, ils n'ont pas le choix de faire venir des individus comme ça. C'est une situation, l'immigration, qu'elle soit temporaire ou les résidents permanents ou la question des réfugiés politiques, ce sont des questions éminemment complexes qui nécessitent là, une connaissance là, des finalités, des détails de ces questions-là. Donc, ça exige pas, ça passe pas par une réponse noire ou blanche. Ça nécessite des explications, puis oui, mais il faut faire attention à ci, à ça, puis considérer tel aspect, tel autre aspect. Mais dans la religion, c'est non. Il y a des réponses préfabriquées d'avance qui permettent de tout expliquer facilement, puis dans ce cas-ci, de clore le débat. Parce que Parce que, tu sais, on nous dit que la nation québécoise est en train de disparaître tranquillement. Mais on attaque seulement l'immigration dans ce dossier-là. Mais là, tu es là, tu te dis, il me semble qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir, genre, par exemple, la croissance démographique naturelle, est-ce qu'on fait des bébés, les taux de fécondité. Je veux dire, assez rapidement, on se rend compte que le nœud du problème est directement là. Le taux de fécondité est en chute libre, comme dans toutes les économies occidentales, by the way. Là. Je veux dire, le Québec n'est pas le seul à subir ça. Rappelle-toi, Yann, juste mentionner, parce que les auditeurs n'ont peut-être pas écouté tous les podcasts qu'on fait, là, mais on en a fait un à un moment donné avec Vincent dans le trio économique où on parlait de mesures qui ont été étudiées, qui ont un impact direct sur la natalité. Et une de ces mesures-là, c'est en fait 2 affaires sur lesquelles on a un gros problème au Québec. Fait que ça te donne un peu une idée de l'impact de ça. L'accès aux services de garde. Les parents qui sentent qu'ils sont dans un endroit où ils ont les futurs parents, les potentiels parents, qui ont un problème d'accès aux services de garde, c'est systématiquement, ça a un impact sur la natalité. Ils sont capables de l'étudier aux États-Unis, notamment si tu as 2 États proches, où tu vois qu'ils ont à peu près la même composition démographique. Il y a un endroit qui a une natalité de temps, l'autre bord une natalité de temps. Tu vois que ce qui les distingue, mauvais accès aux services de garde. L'autre affaire, c'est crise du logement. Ils nous en avaient parlé. L'accès au logement, en particulier dans des grandes villes. Tu sais, comment tu veux faire des enfants si tout ce que tu es capable de te payer, c'est un 3,5? Bon, tu peux pas faire d'enfants. Tu peux pas faire d'enfants. Fait que ça, c'est tous des problèmes que personne n'a l'air de vouloir adresser. On n'arrête pas d'en parler, nous autres. Ah, mais puis je voyais un tweet de quelqu'un en Europe qui disait là, c'est fait. Là, en France, maintenant, il y a plus de couches pour vieux que pour jeunes, que pour bébés de vendus. Puis là, on s'en va vers une catastrophe démographique. Là. Mais ça, c'est un autre problème au Québec. Parce que tu as énormément de boomers qui sont à la retraite. Mais c'est parce que lorsqu'on parle de soins de santé universels et gratuits, là, on s'entend qu'avec une masse d'à peu près 30% de la population qui a 65 ans et plus, ben, les dépenses publiques en matière de santé publique vont nécessairement augmenter. Mais si tu as une natalité qui est en décroissance, ben, tu as moins de travailleurs pour pouvoir soutenir le poids financier de ces services-là. Puis ça, c'est un cercle vicieux. Si tu es condamné à payer toujours davantage de taxes et d'impôts pour pouvoir assurer la survie d'un système
qui ne peut pas survivre avec une démographie, une pyramide démographique inversée comme vous avez au Québec, ben, ça incite encore moins les parents à faire des enfants parce moi, je me rappelle qu'ils ont juste la difficulté à arriver avec leurs dépenses actuelles. Un enfant, là, quelqu'un m'a déjà dit là, que jusqu'à l'âge de 18 ans, un enfant coûtait 250 000 $, un quart de million. Bon, ben, tu sais, si t'es pris à la gorge, là, parce que tu as plein de taxes et d'impôts pour assurer une belle qualité de vie aux aînés, parce que tu veux maintenir à tout prix des services universels et gratuits, ben, les gens qui payent pour ça, c'est les jeunes, c'est les travailleurs. Puis le poids est tellement lourd sur leurs épaules, ça peut faire en sorte qu'ils n'auront pas d'enfants. Puis ça, c'est un cercle vicieux. Ça fait en sorte que la génération suivante, il va y en avoir encore moins. Mais c'est parce qu'à un moment donné, pour adresser ce problème-là, il faudrait aussi se dire, c'est non seulement la crise du logement, l'accessibilité des services de garde, mais c'est aussi le modèle québécois en soi, qui est un éléphant qui coûte excessivement cher et qui a aussi un impact sur la volonté, pas la volonté, mais la capacité des jeunes parents de vouloir avoir plus qu'un enfant à cause des taxes et des impôts. C'est spectaculaire ce qui se passe parce qu'on fait beaucoup moins d'enfants qu'avant, puis on a plus de difficultés à avoir des places en garderie qu'avant. Et on a centralisé et planifié le système all the way. On a monopolisé quasiment ce système-là par le public. Ben, ça donne les résultats qu'on veut. Moi, je me rappelle, début des années 2000, quand je commence à militer à l'ADQ, quand on parle des problèmes de démographie qui s'en viennent au Québec, on parle au futur à ce moment-là. Oui, Mario Dumont, c'est cheval de bataille, là, la démographie. Ben oui, on a un vieillissement de la population qui va être plus grand éventuellement parce que le baby boom, on fait un peu moins de bébés, et ainsi de suite. Mais on avait quand même des taux de natalité qui étaient quand même plus élevés à cette époque-là. Puis, on a commencé à parler de ça il y a 20 ans. Moi, ça a toujours été dans mes sujets parce que j'ai grandi dans la culture politique adéquiste des années 2005, 2006, 2007, où est-ce que, avant d'être anti-immigration ou parler d'immigration, on parlait d'abord et avant tout de natalité. Le programme de l'ADQ était un programme axé beaucoup autour de la natalité. Est-ce que c'était des bonnes idées ou des mauvaises idées? Peu importe. On les a jamais appliquées, ces idées-là, vraiment. Mais aujourd'hui, si on veut commencer à parler de natalité aujourd'hui, on est quand même 20 ans trop tard, parce que même si on fait un bébé là, il ne travaille pas avant 20 ans. Là. Non, si on avait adressé le problème en 2005, peut-être qu'on aurait arrivé à quelque chose d'intelligent. Oui, c'était il y a 25-30 ans qu'il fallait commencer à discuter de cette question-là sérieusement. Mais ça aurait impliqué de remettre en question le modèle québécois. Ben oui. Ça, c'est l'autre problème. Lorsque tu t'évacues la religion, en réalité, la Révolution tranquille, on a sorti les curés de la sphère publique, mais on les a tout simplement remplacés par des dogmes politiques, l'État-providence, le modèle québécois. Tu peux pas remettre ça en question, c'est un dogme, comme la résurrection, puis la Pentecôte, puis c'est exactement la même chose. Donc, si c'était impossible il y a 30 ans, ça l'est tout autant aujourd'hui. Vous avez une unanimité à l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est l'autre chose aussi dans une religion, l'unanimisme. On peut pas commencer à penser différemment. Là. Non, on fait partie de la même famille, la même communauté. On va partager les mêmes dogmes. Tous les partis représentant les efforts qui sont déployés pour qu'Éric Duhem ne rentre pas à l'Assemblée nationale. Exactement. C'est faire rentrer l'hérétique à l'Assemblée nationale. C'est faire rentrer Satan dans l'Église. C'est complètement inacceptable. C'est impensable. C'est tellement ça pareil. On est le Québec est dans un univers là, religieux. Même si c'est ça, même s'il n'y a plus de curés, là, les curés, ils vivent ils sont en retraite là, dans les séminaires, on ne va plus sortir. Là. Il y a quand même des curés, d'autres types de curés partout là, dans la sphère publique québécoise. Mais comment t'expliques, Jean-François, que on fait le parallèle entre la mouvance nationaliste qui a émergé dans les années 60, puis tout ça, avec réémergé, mais dans sa forme contemporaine, par rapport, on fait la comparaison avec de la religion, par exemple. Mais tu sais, la religion telle qu'elle existait au Québec jusqu'à peu près cette époque-là, de manière très pesante, là, elle insistait beaucoup sur l'importance pour les Canadiens français de se perpétuer dans le temps, de faire des bébés. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. À un moment donné, de trop peser sur le gaz par rapport à ça. Probablement à juste titre, d'ailleurs. Il y a même beaucoup de péquistes qui en rient de ça. Là. Il y a même, voilà, c'est là que je m'en allais. Comment expliquer qu'une mouvance comme le souverainisme québécois, l'indépendantisme québécois, qui axe autant d'énergie dans le discours sur l'avenir du Québec, la survie de la majorité historique. Moi, j'appelle ça les Canadiens français, c'est ça. C'est expliquer la survivance du peuple canadien-français, et il n'y en a jamais un là-dedans qui nous parle
de l'importance de faire des bébés. Jamais. Il n'y a jamais Ouais, ils en personne ont dans pas de cette bébé non mouvance. plus. Et souvent, ils n'en ont pas non plus, mais là, je ne rentrerai pas dans la vie personnelle de tout le monde, même s'il y aurait Ah, mais probablement à prêcher par moi, l'exemple. je vais le dire, puis je vise pas personne personnellement, là. Mais l'idée là, qui me frustre aussi, là, c'est qu'apparemment, moi, je suis un des pires anti-québécois qu'il n'y a pas, mais j'ai toujours bien fait 2 enfants, puis je les ai élevés comme du monde, puis je les encourage à crisser le camp aussi, remarque, là. Tu sais, puis honnêtement, tu sais, les personnes qui sont incapables d'avoir des enfants, là, j'en conviens, c'est triste pour ces J'étais à peine ça. personnes-là, mais il y a Oui, des c'est ça. alternatives aussi, là. Hein, il y a rien qui les empêcherait, là, d'adopter, des enfants, provenant d'ailleurs, là, qui n'attendent que ça, qui sont abandonnés, qui n'attendent que ça, puis qui pourraient être, tu sais, là, à l'école avec moi, j'avais des enfants d'origine vietnamienne, leur nom de famille, c'était Tremblay, puis ils sacraient comme nous autres, là. Ah oui, C'est pas ben, parce que tu es né ailleurs que tu peux pas devenir un Québécois comme toi puis moi. Je pense dans que le notre meilleur exemple, là, génération, tout le monde a eu souvent une collègue de classe qui était adoptée de Chine par ses parents, puis elle avait les gros accents. Moi, en tout cas, j'en avais au Lac-Saint-Jean, c'était le gros accent du Saguenay, c'est une ben fille oui. d'origine C'est chinoise. qui le journaliste, là? Pascal Hey, Robida. Kevin. Je sais pas, il travaille à quel réseau, là? Ben, tu sais, bon, le gars, il était adopté, il s'appelle Pascal Robida, puis il parle comme toi puis moi, là. Tu sais, qu'est-ce qui empêche Écoute, ces Karim El parents-là Ayoumi a le plus d'adopter? gros accent du Lac-Saint-Jean au monde. Non, c'est ça. À un C'est moment exactement ça. donné, Mais Mais c'est ça, comment mais, on tu sais, explique ça qu'ils n'ont mais tu jamais? peux pas. Mais c'est le problème, c'est que maintenant au Québec, si tu dis faut qu'on fasse plus d'enfants, c'est quoi le message qu'on va qu'est-ce qu'on va reprocher rapidement à ces personnes-là qui tiennent un discours comme celui-là? Ben, je l'ai déjà dit, Ah, là. c'est ça, vous voulez que les femmes arrêtent de Ah oui. travailler puis retournent à la maison, là? Vous êtes des machistes, là, Ben, je puis l'ai déjà dit, moi, sur X. J'ai déjà dit. J'ai dit, les nationalistes qui arrêtent pas de m'interpeller tout le temps, vous devriez parler comme savoir comment faire pour que les Québécois, dont vous vous souciez de la pérennité, se reproduisent, fassent des enfants. Je disais, vous parlez de Montréal, que les francophones sont de plus en plus minoritaires. Les gens ils sont à Montréal, c'est l'endroit où ils font le moins d'enfants de tout le Québec. Pourquoi vous ne faites pas des enfants? J'avais dit un truc du genre peupler votre île, de manière. écoute, Et puis je me suis fait accuser d'être un. Là, j'étais. Qu'est-ce que je faisais? J'étais un réactionnaire nataliste. Là, je disais, ben mais, ouais, oui. mais je veux dire, qui est contre ça, la natalité? Il y a des gens qui sont. hey, Vous êtes nationalistes et contre le fait de faire des enfants. Ça va bien? je vais donner un peu de contexte à ce que tu dis, parce que c'est vraiment bon. Au début des années 2000, je finis mon bac en actuariat. L'actuariat, tu ne peux pas travailler dans un village avec ça. Tu ne peux pas aller travailler. Tu sais, il y a une ou deux compagnies d'assurance à Drummondville, puis tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. Tu sais, tu travailles soit à Québec si tu es chanceux, Montréal généralement, puis Toronto, Chicago. Tu sais, c'est ton terrain de jeu un peu, mais je veux dire, Saint-Élie-d'Axton, il n'y a pas d'actuaire qui travaille là. Tu sais, ça n'arrive pas. Fait que, tu sais, moi, j'avais le choix des cadeaux un peu. J'ai fait la première job que j'ai eu en actuariat, ça a été sur l'île de Montréal, un stage pendant un été de temps. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé la compagnie, j'ai aimé les gens qui étaient là, puis tout ça. J'ai aimé un peu le style de vie montréalais, malgré que je ne l'ai pas vécu souvent, parce que je remontais voir ma blonde au Lac-Saint-Jean presque à toutes les fins de semaine. Mais la conclusion à la fin de l'été, parce que moi, j'étais un peu traditionnel dans le sens que j'avais une conjointe depuis un bout de temps, puis j'avais l'intention de la garder longtemps. D'ailleurs, elle est encore avec moi. Je l'ai mariée, puis on a fait des enfants. Relativement jeune, je pense, dans ma cohorte d'actuaires, je suis un de ceux-là qui a eu un enfant le plus jeune de toute la gang. C'était le mode de vie que je voulais. Mais la conclusion à la fin de mon stage de 4 mois sur l'île de Montréal, c'était je peux pas travailler à Montréal. Le mode, je regardais sur les quelques actuaires qui avaient des enfants, puis je trouvais que le vie était compliqué en sacrament. Ils vivaient à Saint-Bruno, ils se tapaient une heure et quart de Ouais, c'est trafic. ça. Là, je regardais le vie, puis j'étais là, je dis, non, je veux une job dans la région de Québec. Fait que j'ai laissé passer toutes les offres d'emploi qu'il y avait dans la région de Montréal. Quand il est venu le temps de trouver un emploi, je n'ai pas appliqué sur rien à Toronto. Je n'appliquais que sur des emplois à Québec et il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est parce que c'était la seule ville que je voulais aller vivre. Parce que dans ma tête, comment tu faisais pour élever une famille sur l'île de Montréal, je ne le voyais pas. Fait que, tu sais, puis le pire, c'est que les jobs dans la région de Québec à l'époque étaient 10 à 15 000 de moins par année. Si tu t'appliquais sur une job à Montréal, là, tu faisais facilement 15 000 de plus en actuariat dans ce temps-là. Puis on parle des années 2006. Là. Mais c'est une question de choix. Puis, tu sais, mais malheureusement, c'est ça, dans l'esprit de beaucoup de nationalistes, c'est même pas un choix qui sont prêts à considérer. Ben, c'est ça. Ben, t'es condamné à avoir de l'immigration, là. Pas 10 000 solutions, là. Si les gens font plus d'enfants,
puis tu veux maintenir le système social tel qu'il est, tu as besoin de travailleurs. Si tu veux continuer à consommer là, des produits locaux, tu as besoin de travailleurs. Bon, ben, les travailleurs, là, si tu les fais pas, il va falloir que tu les fasses venir. Il n'y a pas d'alternative. C'est l'un ou l'autre. Je comprends pas comment ça peut être incompréhensible, ce qu'on dit. Il me semble qu'il n'y a rien de plus clair que ça. Si tu ne te reproduis pas, tu vas disparaître, nonobstant qu'il y ait de l'immigration ou pas. C'est ça l'affaire. Oui. C'est quand même que demain matin, tu dis, OK, on ferme le robinet, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui rentre au Québec, jamais. On fait un mur là, autour de la... métaphorique, peu C'est le mur importe. de Québec. Il n'y a plus personne qui rentre. Il n'y a plus personne qui rentre. Là, tu dis, OK, mais mettons qu'on se projette dans le futur avec les taux de natalité qu'il y a, c'est que les Canadiens français disparaissent à un moment donné. Fait que d'une manière ou d'une autre, vous devez adresser cette question-là. Mais on ne disparaîtra pas noyé dans l'immigration. Ouais, c'est ça. Au moins, de notre propre mort, choisie par nous, ce sera un suicide collectif. Là. Ce ne sera pas un meurtre. Mais je comprends pas, en fait, comment tu peux vouloir bâtir une nation sans cet aspect-là. Ça n'a comme aucun sens. C'est donc, on va bâtir une nation sur ton pilier de ta nation, ça ne peut pas être l'âge d'or. Là. Peut-être des forces vives. Là. Il faut l'adresser, le vrai problème, éventuellement. Parce que je parlais à quelqu'un qui déménage dans la région de Québec, qui a déjà sa famille. Je veux dire, des bons salaires. Là. On parle d'un revenu familial de 220 250 000 par année. Quand il est arrivé, avec des enfants. Là. Partait de la Côte-Nord, descendre dans la région de Québec, magasine les maisons. Il a fait un saut en tabarnak, là. Ouais. Il a fait, voyons. Il dit, là, je pense, ce que j'ai les moyens de me payer, on dirait que c'est une maison mobile. Là. Il a expliqué que non, tu as les moyens de te payer plus cher. Ouais, mais il dit, je vais passer ma vie à travailler pour payer ma maison. Ça. Ben, c'est ça, la région de Québec, présentement. Puis la région de Québec est vraiment pas si pire par rapport à Montréal. Ben oui. C'est en train de généraliser partout ici au Québec, là. Fait que le coût de l'immobilier, maintenant, il faut l'adresser. Puis non, le coût... Je veux dire, on l'a décortiqué combien de fois dans le trio économique? Non, l'immigration qu'il y a eu de 2022-2023, c'est vrai que ça a été un choc. Puis c'est vrai que ça a eu un impact sur le prix des maisons à la hausse pendant ce temps-là. C'est tout vrai. Mais je veux dire, le build-up de la maison à 500 000, le bungalow qui nécessite des réparations à 500 000 présentement dans la région de Québec, c'est pas le choc de 2022-2023, c'est un build-up qui se fait sur 15 ans. Oui. Un build-up de surréglementation, de zonage trop intense. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, faites un tour d'avion, vous allez voir qu'il y en a des terrains pour construire. Non, de toute façon, ce problème-là d'explosion du prix de l'immobilier, tu l'as dans des places comme Chicoutimi, Alma, des endroits où l'immigration, je dirais pas qu'il y en a zéro, mais pas loin d'eux. Fait que, je veux dire, puis de toute façon... l'adresse-tu le problème? De toute façon, les immigrants qui arrivent ici, là, par le chemin Roxham ou je sais pas trop, tu penses qu'ils achètent des maisons à 500 000? Non. Voyons, Non, c'est ridicule. Mais le Québec est, je veux dire, structurellement déficient, là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui se pose des vraies questions. Non. Parce que tu ne peux pas poser ces questions-là, ou si tu les poses, c'est une perte de temps. Tu vas être un hérétique, on va te mettre sur la voie de côté, on ne t'écoutera pas, on va te traiter là, de tout et non. Ça ne donne pas envie de prendre la parole, là. Pendant ce temps-là, t'as le reste des autres, là, sont assis dans l'église, là, puis ils chantent là, en chœur, Alléluia, gloire au projet québécois. Bon, OK. À un moment donné, c'est genre objectif puis accomplissement. Tu veux la survie de la nation québécoise? Parfait. Fais des bébés. Tu veux faire des bébés? Parfait. Baisse le prix des maisons. Tu veux baisser le prix des maisons? Parfait. Déréglemente. Ah, Chris, ça va contre la doxa. Déréglementer. Hey, là, l'étatisme, c'est important. Là, il y a des gens qui pourraient construire une maison où ce qu'il ne faudrait pas. Là. Ben, c'est ça. Premier problème, accumule à ça les autres séries de problèmes. Ah, tenir un discours comme ça, c'est pas respectueux des femmes, c'est machiste. À un moment donné, tu es confronté à un mur de problèmes. Puis là, n'importe quel politicien qui a nécessairement de l'ambition pour vraiment changer les choses, là. Il y a de l'ambition juste pour se faire élire, tu promets n'importe quoi, là, ça c'est facile. Là. Un politicien qui a de l'ambition pour changer ce système-là, ben, je m'excuse, là, mais il n'y a personne qui va vouloir là, s'atteler à une tâche herculéenne comme ça, là, parce que c'est comme je perds mon temps. Ouais, c'est ça. Écoute, on va aller à la partie Patreon. J'aimerais ça te garder quelques instants avant qu'on te laisse aller, Jean-François. Je veux savoir si
t'es allé dans un concert de Coldplay en fin de semaine. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que venez sur Patreon, on continue pour le reste de l'émission.